Les chiffres officiels sont tombés et ils ne laissent aucune place au doute. Chaque année, sur notre planète, 1 900 000 enfants de moins de 5 ans sont tués par des infections respiratoires aiguës, communément appelées IRA. Cela représente une moyenne de 5 205 décès quotidiens. Les registres d'admission hospitalière confirment que ces infections constituent la pathologie la plus fréquente en pédiatrie à l'échelle mondiale. Actuellement, 30 à 40% de la totalité des hospitalisations d'enfants sont directement imputables à ces attaques pathogènes. Dans la hiérarchie de cette mortalité, les pneumonies et les bronchopneumonies dominent massivement les statistiques, accaparant à elles seules 70 à 80% des admissions d'urgence pour IRA. Nous n'allons pas utiliser de termes atténués. Ce documentaire expose les données brutes, les agents pathogènes impliqués, les vecteurs de transmission et les défaillances physiologiques précises qui conduisent à ces décès de masse. L'enquête commence maintenant. Les investigations épidémiologiques détaillent un mode opératoire redoutablement efficace. La transmission des infections respiratoires aiguës ne nécessite aucun vecteur complexe. Les rapports de l'Organisation mondiale de la santé démontrent que la propagation s'effectue par contact direct avec les sécrétions respiratoires. Les coupables sont identifiés dans 2 catégories strictes, les individus cliniquement malades, qui expulsent les germes par la toux et les éternuements, et les porteurs sains, qui disséminent les agents pathogènes de manière indétectable sans présenter le moindre symptôme. Ces sécrétions voyagent dans l'air ambiant et se déposent sur les surfaces, créant une chaîne de contamination ininterrompue. Une fois l'agent pathogène entré en contact avec les muqueuses d'une nouvelle cible, l'infection s'installe. Les données statistiques globales révèlent que l'impact de ces infections n'est pas réparti au hasard. Les autorités sanitaires constatent que la morbidité et la mortalité s'articulent autour d'une série de facteurs de vulnérabilité très précis. Les agents viraux et bactériens profitent de brèches immunitaires et environnementales documentées. La transmission est immédiate, massive et cible en priorité les organismes dont les défenses sont structurellement affaiblies par des paramètres extérieurs ou inhérents à leur développement biologique. L'analyse des dossiers médicaux confirme que la survie d'un patient exposé dépend mathématiquement de son environnement immédiat et de ses antécédents médicaux documentés. Le profilage des victimes révèle des constantes épidémiologiques incontestables. Les données médicales indiquent que le risque de contracter une IRA est systématiquement associé à des facteurs saisonniers et climatiques précis. Dans les pays de l'hémisphère sud, les pics d'infection coïncident strictement avec la saison froide et la saison des pluies. Les relevés climatiques soulignent 2 variables directes, la température ambiante et la teneur en eau de l'atmosphère, qui prolongent la viabilité des micro-organismes dans l'air. L'impact indirect du climat se traduit par des modifications du mode de vie, forçant les populations à se regrouper en intérieur, créant une promiscuité fatale. L'environnement immédiat des victimes joue un rôle d'accélérateur. Les rapports d'enquête ciblent le surpeuplement des habitations et la pollution de l'air. L'exposition au tabagisme passif et l'inhalation de fumée domestique issue de la combustion interne détruisent les barrières ciliées des voies respiratoires des enfants. Les statistiques démographiques pointent une asymétrie sexuelle flagrante. Le sexe masculin est frappé avec un sexe ratio de 1,7 pour 1. L'âge est le facteur pronostic le plus critique. L'analyse des certificats de décès montre que le risque de mortalité atteint son paroxysme chez le nourrisson âgé de 1 à 3 mois. D'autres paramètres biologiques aggravent le tableau clinique. La prématurité livre aux agents pathogènes des poumons, dont le développement alvéolaire est incomplet. L'état nutritionnel est déterminant. L'arrêt précoce de l'allaitement maternel et la malnutrition protéino-énergétique privent l'enfant d'anticorps essentiels. Les déficits immunologiques, qu'ils soient congénitaux ou acquis par l'infection au VIH-Sida, transforment une infection banale en une pathologie mortelle. Enfin, les données sociologiques confirment qu'un bas niveau d'éducation du père et de la mère, combiné au bas niveau socio-économique du pays de résidence, retarde la consultation médicale et limite l'accès aux traitements d'urgence. La symptomatologie clinique des IRA est classée selon le niveau anatomique de l'atteinte. Les infections des voies aériennes supérieures, ou IVAS, constituent le premier front. Les rhinopharyngites sont les infections les plus communes. Les examens cliniques rapportent une association de fièvre, de douleurs pharyngées, d'obstruction nasale sévère, d'une rhinorrhée qui évolue de claire à mucopurulente, ainsi que des adénopathies cervicales bilatérales. Les analyses virologiques isolent les coupables primaires, rhinovirus, coronavirus, virus respiratoire syncytial, VRS, ainsi que les myxovirus influenza et parainfluenza. Mais le véritable danger réside dans la surinfection bactérienne. Streptococcus pneumoniae et Haemophilus influenza exploitent l'inflammation virale pour déclencher des otites et des sinusites.
Les protocoles stricts indiquent que le traitement de la rhinopharyngite est purement symptomatique. Les antibiotiques ne sont pas justifiés, même face à une rhinorrhée mucopurulente, à l'exception des cas avérés de surinfection bactérienne. Les angines représentent la deuxième ligne d'attaque. Majoritairement virales, adénovirus, entérovirus, rhinovirus, elles prennent une tournure critique dans les pays en développement, PED. Les médecins y traquent systématiquement le streptocoque bêta-hémolytique du groupe A, ASA. L'enjeu est vital. Une angine à ASA non traitée déclenche un rhumatisme articulaire aigu, entraînant une séquence clinique dévastatrice combinant polyarthrite et cardite. Les diagnostics différentiels sont précis. L'angine à fausse membrane signale la diphtérie, l'angine ulcéronécrotique unilatérale identifie l'angine de Vincent, l'angine vésiculeuse trahit une primo-infection herpétique ou le virus Coxsackie. Dans les PED, une antibiothérapie antistreptococique par pénicilline V est appliquée d'office. L'introduction de tests de diagnostic rapide, TDR, affichant une spécificité et une sensibilité supérieures à 90%, permet aujourd'hui d'annuler 75 à 90% des prescriptions antibiotiques inutiles. L'analyse de la diphtérie révèle une pathologie foudroyante. Le symptôme majeur est l'angine caractérisée par des fausses membranes blanches ou blanc-jaunâtres extrêmement épaisses et adhérentes. L'extension de ces membranes vers le larynx provoque le croup ou laryngite diphtérique. Le protocole impose un traitement immédiat dès le prélèvement pharyngé associant la pénicilline G à une sérothérapie. L'intégration de l'anatoxine diphtérique dans le programme national d'immunisation, PNI, prévient les lésions locales liées au bacille. Les chiffres mondiaux recensent 150 000 cas annuels de diphtérie et 4 000 décès, avec un taux de mortalité foudroyant de 20% chez les enfants de moins de 5 ans. En parallèle, les otites moyennes aiguës infectent 20% des enfants au moins une fois par an. L'examen du tympan, systématique devant toute otalgie, révèle une membrane rouge et bombée. Les germes impliqués, S. pneumonia, H. influenza, Moraxella cataralis, peuvent fracturer les barrières osseuses et provoquer des mastoïdites ou des méningites mortelles. Le traitement de première intention est l'amoxicilline couplée à l'acide clavulanique. Lorsque l'infection atteint le carrefour laryngé, la situation bascule dans l'urgence absolue. Le risque majeur pour l'enfant est l'obstruction mécanique des voies aériennes supérieures, VAS. Le pronostic vital est directement engagé en quelques minutes. Les urgentistes évaluent la sévérité de l'asphyxie en mesurant 6 paramètres vitaux. Le degré de tirage intercostal et sous-costal qui témoignent de la lutte respiratoire, l'accélération du rythme respiratoire, la fréquence cardiaque qui s'emballe, l'augmentation brutale de l'agitation neurologique due au manque d'oxygène, suivie d'une phase de somnolence et d'épuisement total, pour aboutir à l'apparition de la cyanose, marqueur visuel d'une hypoxémie sévère. Les directives médicales internationales imposent une interdiction absolue. Face à cette détresse, il est strictement proscrit d'examiner la gorge du patient. L'introduction d'un abaissement peut déclencher un spasme laryngé entraînant une mort subite et immédiate sur la table d'examen. L'enfant doit être maintenu allongé et le personnel médical doit se préparer à pratiquer une intubation trachéale en extrême urgence. L'investigation clinique exige de différencier 2 menaces distinctes. La première est la laryngotrachéite virale, provoquée par le virus para-influenza. Elle frappe les enfants de 1 à 3 ans en pleine nuit, provoquant une inflammation de la muqueuse, une hypersécrétion et surtout un rétrécissement de la région sous-glottique. Le tableau clinique révèle une toux aboyante, un stridor rauque et un enrouement précédé par un coryza et de la fièvre. Ce diagnostic justifie une hospitalisation immédiate, une corticothérapie par voie injectable, des compresses chaudes cervicales et une humidification de l'air. La deuxième menace est l'épiglottite aiguë, une infection bactérienne due à Haemophilus influenzae de type B, HIB. Elle cible les enfants de 3 à 7 ans. Son apparition est brutale, fièvre fulgurante, douleur pharyngée intense, hypersialorée, écoulement continu de salive impossible à avaler, stridor et pause respiratoire. L'épiglottite nécessite une intervention chirurgicale immédiate, par intubation ou trachéotomie pour contourner l'obstacle mortel. L'extension de l'infection vers les voies respiratoires basses déclenche des destructions massives de l'architecture pulmonaire. La bronchite aiguë se caractérise par l'inflammation de l'arbre trachéobronchique. Les agents pathogènes primaires sont viraux, VRS, virus influenza A et B et para-influenza. Cependant, les bactéries telles que Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae et Bordetella pertussis s'immiscent fréquemment dans les lésions virales. Les souches de S. pneumoniae, H. influenza et M. cataralis sont systématiquement isolées lors des poussées de surinfection des bronchites chroniques. Les dossiers épidémiologiques isolent un tueur bactérien spécifique, Bordetella pertussis, l'agent de la coqueluche. Cette forme de bronchite est hautement infectieuse.
Endémique à l'échelle mondiale, elle génère des poussées épidémiques meurtrières. Les rapports récents citent les flambées en République démocratique du Congo en 1999 et en Afghanistan à la fin de l'année 2002. Les données consolidées de l'OMS pour 1999 sont accablantes. 11 millions de cas recensés et 295 000 décès. Plus de 2 tiers de ces victimes étaient des nourrissons. La clinique de la coqueluche est définie par une toux paroxystique spasmodique, principalement nocturne, s'achevant par une quinte inspiratoire sonore caractéristique. L'infection s'éternise sur 10 à 12 semaines. Chez le jeune enfant, l'obstruction bronchique génère des atélectasies et des bronchopneumonies mortelles. Aucun traitement ne guérit la bronchite simple, mais l'érythromycine est administrée pour éradiquer le germe de la coqueluche. La bronchiolite représente une autre arme d'asphyxie massive, frappant 2 à 3% des nourrissons hospitalisés. 90% des victimes ont entre 1 et 9 mois. Le virus respiratoire syncytial, VRS, est responsable de 80% des cas. Le diagnostic clinique est brutal. Tachypnée, tirage intercostal et sous-costal, distension du thorax, râle bulleux en fin d'inspiration, sibilant à l'expiration, tachycardie et pâleur ou cyanose. La radiographie pulmonaire fournit la preuve matérielle de l'obstruction. Elle affiche une surdistension alvéolaire, un aplatissement complet des coupoles diaphragmatiques, une horizontalisation anormale des côtes et une augmentation des opacités au niveau des îles bronchiques. La prise en charge se fait en unité de réanimation, avec oxygène humidifié, monitoring continu et ventilation assistée. La toux résiduelle persiste de 3 à 6 mois après guérison. Les pneumonies aiguës communautaires parachèvent cette liste. Dominées par S. pneumonie et H. influenzae, elles impliquent également des germes atypiques comme Mycoplasma pneumoniae et Chlamydia pneumoniae. Les légionelloses, causées par Legionella pneumophila, infiltrent les systèmes de refroidissement mondiaux, comme le démontre un cas récemment documenté à l'île de la Réunion. L'imagerie médicale est impérative pour localiser les lésions, pneumonie lobaire, bronchopneumonie ou images cavitaires hydroaériques destructrices caractéristiques des staphylocoques, souvent noyées dans des épanchements pleuraux. Les médecins évaluent la gravité sur des critères physiologiques stricts, chute de la pression artérielle systolique sous 90 mm d'Hg, fréquence cardiaque dépassant 120 battements par minute, fréquence respiratoire supérieure à 30 par minute et température corporelle s'effondrant sous 35 degrés Celsius ou dépassant 40 degrés Celsius. Les investigations de laboratoire constituent le cœur du diagnostic étiologique, bien que très peu d'études systématiques existent à ce sujet, même dans les pays industrialisés. La recherche des bactéries pyogènes exige des prélèvements effectués impérativement avant l'administration de toute antibiothérapie. Les techniciens de laboratoire analysent les expectorations, procèdent à des aspirations pharyngées lors de séances de kinésithérapie, analysent les liquides issus de lavage broncho-alvéolaire, LBA, essentiels chez les patients immunodéprimés, et réalisent des ponctions pleurales. Les méthodes de trac incluent l'examen direct, la culture sur milieu spécifique, la réaction en chaîne par polymérase, PCR, l'identification des antigènes solubles et la mise en culture du sang via des hémocultures. Concernant les germes atypiques, l'aspiration rhinopharyngée et le prélèvement de gorge sont envoyés vers des laboratoires spécialisés. Pour le bacille extrêmement fragile de Bordetella pertussis, l'aspiration rhinopharyngée doit être exécutée avec une précision chronométrique durant la phase catharale. Les pathogènes viraux sont traqués par lavage, aspiration nasale et écouvillonnage, nécessitant des cultures cellulaires complexes et coûteuses ou l'utilisation de tests antigéniques rapides. Face à ces pathogènes, l'arsenal thérapeutique doit frapper vite et fort. Les infections bactériennes primaires et les surinfections imposent la prescription de l'amoxicilline ou de l'association amoxicilline-acide clavulanique et des céphalosporines de 3e génération par voie injectable. Les macrolides, comme l'érythromycine, sont réservés aux pneumonies atypiques et aux légionelloses. Les cliniciens affrontent cependant un obstacle majeur. Les taux de résistance s'envolent, particulièrement pour les pneumocoques de sensibilité diminuée à la pénicilline, PSDP. La prévention représente la seule barrière pérenne. Le programme élargi de vaccination, PEV, injecte dans les populations les antigènes de la rougeole, de la coqueluche, de la diphtérie et de la tuberculose. Le vaccin conjugué contre Haemophilus influenzae de type B est administré dès l'âge de 2 mois. Les directives imposent la vaccination prioritaire des enfants atteints de drépanocytose, dont le risque d'infection mortelle est multiplié par 2 ou par 3. Hors PEV, la vaccination antigrippale est recommandée pour les enfants de 8 à 23 mois, tout comme le vaccin conjugué pneumococique heptavalent, offrant une protection immunitaire stricte d'une durée de 5 ans.
Les rapports médicaux présentés dans ce dossier sont définitifs. Les infections respiratoires aiguës ne sont pas des anomalies statistiques, mais un processus destructeur constant qui exploite les failles environnementales, climatiques et physiologiques des populations pédiatriques. Avec 1 900 000 décès annuels, les agents viraux et bactériens ciblent de manière asymétrique les organismes dépourvus de couverture vaccinale et confinés dans des zones de haute promiscuité. La réalité des salles de réanimation confirme que la survie dépend directement de l'accès à l'oxygène, aux antibiotiques ciblés et à une vaccination préventive massive. Les faits sont exposés, les preuves sont sourcées, le bilan est accessible à tous. Laissez vos observations et vos analyses sur ces protocoles de santé publique dans l'espace des commentaires.